Maintenant, nous avons mieux défini ce qu'est l'ésotérisme. On pourrait avancer dans ce qu'est le martinisme pour sa structure. En disant premièrement que le martinisme, comme on l'a déjà décrit, est un ordre, donc n'est pas ni un mouvement ni une secte. Par définition, un mouvement religieux est une association de gens qui acceptent une idéologie et qui a pour but de promouvoir cette idéologie. Donc, il y a toute cette idée d'expansion et de prosélytisme qu'on va retrouver dans les mouvements qu'on ne retrouve pas dans le martinisme. On retrouve dans les mouvements, évidemment, toutes les grandes religions, mais aussi tous les nouveaux mouvements religieux, ce qui comprend toute l'approche nouvelle-âgiste, avec souvent un néo-ésotérisme ou un néo-occultisme peu solide et relativement assez syncrétique, qui se base pas donc sur une fondation provenant d'une sagesse intemporelle. Le martinisme, c'est davantage une société qui, non pas tournée vers le passé, mais qui s'appuie sur une fondation et une filiation de l'occultisme qui a fait ses preuves, pour aller ensuite vers le futur. Sans fondation, il est assez difficile de se tourner vers le futur dans un mysticisme spirituel. On se retrouverait à ce moment-là plutôt dans une illusion ou une canalisation astrale qui n'irait pas vraiment plus haut que l'astral. Donc, le martinisme, c'est simplement un ordre spirituel. Donc, c'est une société où les membres se soumettent à certaines règles pour bien travailler ensemble et qui n'a aucunement l'intention de convaincre ou de répandre ses idées dans la société en faisant du prosélytisme. En ce sens, le martinisme n'est pas non plus une secte, qui est aussi un mouvement religieux qui tend à répandre une idéologie. Une secte qui vient du terme sécaré, qui veut dire se couper, a aussi cette idée de coupure avec les croyances qui sont socialement acceptables, ce qui est encore une fois pas le cas du martinisme. Donc, la secte a une logique d'intensité, de protestation contre la société, qui rend le système idéologique comme élitique et fermé sur lui-même. Le martinisme vit très bien dans une vie, dans la société de façon générale. Et le martinisme n'amènera jamais des façons de penser obligatoires. Bien au contraire, il va être davantage là pour un chemin mystique pour que la personne apprenne à évoluer par elle-même. Ce sont des gens qui vont travailler ensemble, mais pour le bien des autres, sans élitisme égocentrique, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du temple. Nous savons maintenant que le martinisme est un ordre spirituel dans l'ésotérisme. Maintenant, qu'est-ce qu'une société secrète dans le domaine de l'ésotérisme? Il faut immédiatement faire une différence entre un groupe et une société. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'interaction des gens à l'intérieur. S'il est vrai qu'un groupe, c'est un ensemble distinct de choses ou d'êtres de même nature réunis dans un même endroit, par exemple dans une conférence, les gens qui sont ensemble, une société, c'est beaucoup plus que ça. C'est pourquoi qu'on a raison de dire que la simple juxtaposition des individus, des gens qui sont présents, ne constitue pas en soi une société. Pour qu'une société vraiment se constitue, il faut que les individus qui sont présents aient réagi les uns sur les autres et que par cette réaction, chaque être, chaque personne s'en trouve modifié et qu'ils évoluent tout simplement. C'est important car ça nous permet de comprendre ce qu'on entend vraiment par société secrète, qui n'est pas une société occulte, c'est pas une société cachée. On a juste à aller sur Internet pour se rendre compte qu'il y a des dizaines de milliers de sites sur le martinisme. Donc, on peut pas dire que c'est une société cachée. Mais c'est une société secrète dans le sens que c'est la socialisation qui est secrète et que c'est ce qui vient de l'intérieur, comme l'identité des membres, les initiations, les rituels, les processus d'évolution qui vont demeurer secrets pour éviter tout simplement de faire des vagues entre la culture ésotérique et la culture civile. Le secret va offrir en quelque sorte la possibilité d'un autre monde à côté du monde visible. C'est pourquoi que le secret prend une telle importance. C'est aussi parce que c'est la première relation réciproque qui s'installe entre les membres et qui va créer cette confiance réciproque.
En simple, pour qu'une personne soit membre d'une fraternité, elle doit être en harmonie avec les autres membres. Il y a quand même des facteurs qui vont influencer directement l'interaction entre les membres. Le premier facteur est probablement le nombre de membres lui-même. Le martiniste cherche à avoir dans ses groupes un nombre de membres pas trop grand afin que chacun s'implique vraiment pleinement dans le travail. Mais aussi pas trop petit de façon que l'opinion collective puisse rester objective et juste. Si j'ajoutais un deuxième facteur, il faudrait que je parle de l'autoconservation de la société elle-même. Ici, nous avons toute cette idée de conserver l'identité de la société, même si les membres changent avec le temps, de façon que l'ensemble reste cohérent et ininterrompu dans le temps. Donc, pour les sociétés secrètes, la force de conservation va se retrouver dans trois interactions. La première, dans la fraternité initiatique elle-même. La seconde, dans le rituel. Et la troisième, dans la continuité des fonctions. De façon que le départ des anciens membres et l'arrivée des nouveaux va se produire progressivement et de façon continue, tel que le groupe reste une entité cohérente. Bon, nous venons de nommer le troisième facteur, qui est l'attribution de fonctions précises. En plus de permettre de conserver des caractères stables dans la société en émettant des responsabilités bien déterminées, chacun va savoir ce qu'il a à faire selon son grade, selon sa fonction. Cette aisance va permettre un calme mental et donc une plus grande disponibilité pour les échanges et les interactions. Si j'ajoutais un quatrième élément, quatrième facteur, il faudrait nécessairement que je parle de l'absence d'élitisme. Je sais que certaines personnes qui connaissent très peu les sociétés secrètes ont beaucoup écrit sur ce sujet et souvent dans des termes relativement faux. Comme nous avons dit dès la première définition du martinisme, il n'y a aucune distinction entre les membres. Donc le travail ne se fait pas sur un plan de la personnalité. Il y a une différence de rôle, oui, mais certainement pas un élitisme personnel. Il n'y a pas de recherche de reconnaissance dans une fraternité égalitaire. Alors, est-ce qu'il y aurait une subordination reliée au rôle ou est-ce que l'officiant principal a un ascendant sur les autres? Lorsqu'un ascendant est déterminé pour diriger un groupe, il est en vertu de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a démontré, et ce, sans intérêt particulier, justement pour le pouvoir de la fonction. Il est celui qui met le plus en pratique ce qu'il enseigne et, de toute évidence, effectue le plus de travail. Donc, bien que le dirigeant soit supérieur de par sa fonction, il y a une différence importante qui s'impose. Celle qu'il est respecté, non pas seulement pour le travail qu'il demande aux autres, qu'il fait accomplir par les autres, mais principalement pour son propre travail que lui-même fait, de ses dires, de ses actions, autant dans le temple qu'à l'extérieur du temple. Donc, le dirigeant va utiliser son pouvoir de décision sous l'autorité de sa fonction et seulement pour le bien du groupe en général. Donc, la relation de supériorité de fonction disparaît dès que la fonction s'arrête avec la fermeture du temple. En d'autres termes, s'il y a une supériorité de fonction, il n'y a pas de jeu de domination ou d'ascendant sur les autres, parce que chacun est responsable de lui-même.